La femme de ménage est restée figée en voyant la photo de sa mère dans le bureau du millionnaire. Le timide soleil parisien se frayait un chemin à travers les fenêtres du 42e étage de la tour Montparnasse. Claire Moreau rajusta son uniforme bleu de femme de ménage, un geste machinal après 3 mois passés à nettoyer les bureaux des grands patrons. À 27 ans, son visage fin aux traits délicats portait déjà l'empreinte d'une vie qui ne l'avait pas épargnée. « Dernier bureau pour aujourd'hui », murmura-t-elle en poussant la porte massive du bureau de François Delattre, PDG d'une chaîne hôtelière internationale. 6 heures du matin, elle aimait arriver avant tout le monde, quand le silence régnait encore sur les étages, quand elle pouvait être invisible sans effort. Le bureau était spacieux, élégant, avec une vue panoramique sur tout Paris. Claire commença par les vitres, puis passa à l'imposant bureau en chêne. Ses gestes étaient précis, mécaniques. En nettoyant la bibliothèque, son regard fut attiré par une série de cadres dorés alignés entre trophées et diplômes. Son cœur s'arrêta net, dans l'un des cadres, une photo qu'elle aurait reconnue entre 1000. Une femme aux longs cheveux châtains, portant une robe bleu saphir, un sourire doux, presque timide. « Maman !» Le chiffon tomba de sa main tremblante. Claire s'approcha, incrédule. Ce n'était pas possible. Cette photo, la seule photo professionnelle que sa mère ait jamais fait prendre, celle qui trônait dans le salon de leur modeste appartement jusqu'à ce jour terrible, il y a 16 ans, quand Marianne Moreau avait disparu sans laisser de traces. « Qu'est-ce que tu fais là ?» chuchota-t-elle en touchant délicatement le cadre. Sa mère avait disparu alors qu'elle était enceinte d'une petite fille qu'elle avait déjà prénommée Isabelle. Claire n'avait que 11 ans. Du jour au lendemain, elle s'était retrouvée orpheline, recueillie par sa grand-mère. Jamais elle n'avait cessé d'espérer, de chercher, de questionner, malgré les années qui passaient. Le déclic de la porte la fit sursauter. François Delattre, grand, élégant dans son costume gris anthracite, se figea sur le seuil en la voyant devant sa bibliothèque. « Excusez-moi, je ne pensais pas que… » Ces mots moururent quand il remarqua ce que Claire fixait. Son teint devint livide. La mallette en cuir qu'il tenait s'écrasa au sol. « Monsieur, cette femme… » Claire se retourna, des larmes brillant dans ses yeux. « C'est ma mère. Elle a disparu il y a 16 ans. » François Delattre chancela, s'appuyant contre le mur. Ses yeux passaient frénétiquement de Claire à la photographie. « Ah, ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Marianne avait une fille. Le temps sembla se suspendre entre eux. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment cet homme connaissait-il le prénom de sa mère ? « Asseyez-vous, » dit-il finalement. Indiquant un fauteuil en cuir, il s'effondra lui-même dans son siège de bureau, comme si le poids de tous ses 54 ans venait soudain de s'abattre sur ses épaules. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda Claire, la gorge serrée. François passa une main sur son visage. Ses yeux semblaient en soudain plus âgés, hantés. Connaître Marianne. Il eut un rire sans joie. Elle était tout pour moi. Les mots sortirent alors comme un barrage qui cède. Marianne Moreau avait travaillé comme réceptionniste dans son premier hôtel. 16 ans auparavant, leur histoire d'amour avait été immédiate, intense, mais compliquée. François était fiancé à Véronique Delaunay, fille de son principal investisseur. Quand Marianne m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai pris la décision de tout quitter pour elle. J'ai même écrit une lettre pour rompre mes fiançailles. Sa voix se brisa. 3 jours avant notre départ prévu, elle a disparu, sans un mot, sans une trace. J'ai engagé des détectives. J'ai cherché pendant des mois. Puis un jour, cette photo est arrivée par courrier avec un mot anonyme. Elle ne reviendra pas. Oublie-la. Claire écoutait, bouleversée. Sa mère ne lui avait jamais parlé de François. Elle lui avait simplement dit qu'elle devait régler quelque chose d'important, avant de disparaître sans laisser de traces. Ma grand-mère m'a dit que maman avait eu un accident, murmura Claire. Mais il n'y a jamais eu de corps, jamais d'enterrement. Et ma petite sœur, Isabelle, elle était encore dans son ventre. François se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Une petite fille. Marianne était enceinte d'une fille. Oui, confirma Claire, surprise par sa réaction. Je pensais que c'était l'enfant d'un autre homme. Maman n'a jamais révélé qui était le père. François se leva d'un bond, fébrile. Claire, cet enfant… Marianne était enceinte de moi quand elle a disparu. La réalisation les frappa simultanément. Vous voulez dire que, si cette petite fille est née
Ce serait ma fille. Le silence qui suivit était assourdissant. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un père, sa petite sœur avait un père, et il se tenait devant elle. La porte s'ouvrit à nouveau, sans qu'aucun d'eux ne l'entende. Une femme élégante, la cinquantaine, aux cheveux blonds coupés au carré, les observait depuis l'embrasure. « François, ton assistante m'a dit que tu étais arrivé tôt. Je voulais te parler du conseil d'administration. » Véronique Delaunay, vice-présidente de l'entreprise et épouse de François depuis 11 ans, s'interrompit en voyant la scène étrange qui se jouait dans le bureau. Son regard acéré passa de son mari à la jeune femme de ménage, puis au cadre photo que Claire tenait encore dans ses mains. François ne semblait même pas l'avoir entendu. Il fixait Claire avec une intensité dévorante. « Nous allons retrouver la vérité », dit-il fermement. « Je vais engager le meilleur détective privé du pays. Si Marianne est encore en vie, si notre fille existe… » Véronique pâlit visiblement, ses doigts se crispant sur son sac à main. Personne ne remarqua le léger tremblement qui agita ses mains parfaitement manucurées, ni la façon dont ses yeux se durcirent en fixant Claire. « François, qui est cette personne ?» Sa voix calme et contrôlée ne trahissait rien de la tempête qui faisait rage en elle, car Véronique Delaunay savait exactement qui était Claire Moreau, et elle savait parfaitement ce qu'il était advenu de Marianne et du bébé. Le passé qu'elle avait si soigneusement enterré venait de ressusciter dans son propre bureau. « François, je peux savoir ce qui se passe ici. » Véronique s'avança dans le bureau. Son regard glacial, alternant entre son mari et Claire. Cette dernière avait reposé la photographie, mais ses mains tremblaient encore. « Véronique, je te présente Claire Moreau. Elle fait partie de l'équipe d'entretien, » répondit François, tentant de reprendre contenance. « Claire, voici ma femme, Véronique Delaunay. » Claire fit un signe de tête poli, mais son esprit était ailleurs, toujours sous le choc des révélations. Véronique, quant à elle, affichait désormais un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Enchantée, Claire. Mais puis-je demander pourquoi notre femme de ménage tient des objets personnels de mon mari et semble en pleine conversation privée avec lui à 6 heures du matin? La question flotta dans l'air, chargée de suspicion. François se passa la main dans les cheveux, visiblement troublé. « C'est compliqué, Véronique. Claire vient de reconnaître quelqu'un sur une photo, une vieille connaissance à moi. Vraiment ?» Véronique haussa un sourcil parfaitement épilé, et cette découverte ne pouvait pas attendre des heures plus conventionnelles. François semblait chercher ses mots lorsque son téléphone sonna. Il consulta l'écran. « Je dois prendre cet appel. Claire, nous poursuivrons cette conversation plus tard. » Il hésita. « Laissez-moi votre numéro. » Claire griffonna son numéro sur un post-it et le tendit à François, qui le glissa rapidement dans sa poche avant de quitter le bureau, dès que la porte se referma. L'atmosphère changea radicalement. Véronique contourna le bureau et s'approcha de Claire avec une lenteur calculée. Son parfum coûteux envahit l'espace. Suffocant. « Alors comme ça, vous reconnaissez des personnes sur les photos de mon mari ?» Claire soutint son regard. « Ah, c'était ma mère. »« Votre mère ?» Véronique émit un petit rire sec. « Et comment s'appelait-elle, cette mère ?»« Marianne Moreau ?» Le visage de Véronique resta impassible, mais Claire remarqua le léger tressaillement au coin de sa bouche. « Jamais entendu parler ?» Elle s'approcha davantage. « Mais laissez-moi vous donner un conseil, Claire. François est un homme important, très occupé, et particulièrement généreux avec ceux qu'il apprécie. » Claire recula d'un pas, soudain mal à l'aise. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. »« Oh, je crois que si !» Véronique sourit, révélant des dents parfaites. « Une jeune femme séduisante, en manque d'argent, qui prétend reconnaître une personne disparue. C'est un scénario classique, non ?»« Je ne prétends rien du tout », protesta Claire. Indignée, « Cette femme est ma mère. Elle a disparu il y a 16 ans. Bien sûr. » Le ton était condescendant. « Et maintenant que vous avez trouvé un homme riche potentiellement lié à votre mère, quelle coïncidence. » Claire ramassa son matériel de nettoyage. Furieuse. « Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à ma mère. » « Nous verrons cela. » Véronique se dirigea vers la porte, puis se retourna. « À propos, vérifiez bien votre sac avant de partir. Certains objets ont disparu récemment dans ce bureau. » Le sang de Claire se glaça dans ses veines. « Est-ce que vous me menacez ?» Véronique haussa les épaules avec une élégance étudiée. « Je protège simplement les intérêts de mon mari. Bonne journée, mademoiselle Moreau. » Elle sortit, laissant Claire abasourdie. 2 jours plus tard,
Claire fut convoquée dans le bureau du directeur des ressources humaines. Le visage grave de l'homme derrière le bureau n'augurait rien de bon. « Mademoiselle Moreau, nous avons reçu une plainte concernant la disparition d'un stylo-plume de collection appartenant à Madame Delaunay. Les caméras de sécurité montrent que vous étiez la dernière personne présente dans son bureau. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « C'est absurde. Je n'ai jamais... Nous avons également trouvé ceci dans votre casier. » Il sortit d'un tiroir un stylo Montblanc serti de diamants. « Reconnaissez-vous cet objet ?» Claire fixait le stylo, stupéfaite. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ce stylo. Et je n'ai pas accès au bureau de Madame Delaunay. » Mais ses protestations restèrent vaines. 1 heure plus tard, elle quittait la tour Montparnasse. Un solde de tout compte à la main et une accusation de vol planant au-dessus d'elle. Son téléphone vibra. Un message de François. « J'ai engagé un détective. Retrouvons-nous au café Le Bonaparte à 14h. » Le café était bondé. François, lunettes noires et chapeau, semblait vouloir passer inaperçu. Quand Claire s'assit face à lui, il parut surpris par son expression défaite. « Que s'est passé ? » ?»« J'ai été licencié. Votre femme m'a accusé de vol. » François passa une main sur son visage. « Je suis désolé. Je vous dédommagerai. Je ne veux pas de votre argent, » répliqua Claire sèchement. « Je veux la vérité sur ma mère. » Il hocha la tête, puis baissa la voix. Le détective a commencé ses recherches. Il a trouvé quelque chose d'étrange. Aucun signalement officiel de disparition n'existe pour Marianne Moreau. C'est impossible. Ma grand-mère a signalé sa disparition à la police. Apparemment, tous les documents ont été effacés, comme si quelqu'un avait délibérément supprimé toute trace. Claire sentit un frisson la parcourir. Qui ferait une chose pareille ? François détourna le regard. « Je ne sais pas, mais Véronique, elle agit étrangement depuis notre rencontre. Elle pose des questions sur vous, sur ce que vous m'avez dit. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle me considérait comme une arnaqueuse. » François semblait torturé. « Claire, il faut que vous compreniez. Véronique et moi sommes mariés depuis 11 ans. Elle a été là quand j'étais au plus bas après la disparition de Marianne. Je lui dois beaucoup. Vous doutez de moi. » Claire sentit la colère monter. « Vous pensez que j'invente tout ça ? Non, mais tout est si soudain, si invraisemblable. » Claire se leva brusquement. « Je comprends. Vous êtes comme tous les autres. Quand ma mère a disparu, personne ne m'a cru non plus. » Elle s'apprêtait à partir quand François la retint par le bras. « Attendez, le détective veut vous rencontrer. Il a besoin d'informations que vous seul pouvez fournir. » Claire hésita. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? » « Vite, parce que si Marianne a eu un enfant de moi, je dois savoir, s'il vous plaît. » L'appartement de Claire, situé dans un quartier modeste de l'Est parisien, paraissait minuscule après les bureaux luxueux de la tour Montparnasse. Elle vivait seule, dans un 2 pièces au papier peint défraîchi, sur une étagère bancale, quelques photos de famille, dont une copie identique à celle du bureau de François, assise sur son canapé usé. Claire fixait son téléphone. François avait promis de la rappeler avec les coordonnées du détective, mais 2 jours avaient repassé sans nouvelles. La sonnette retentit. Claire ouvrit pour découvrir sa grand-mère, Elisabeth Moreau, 82 ans, le visage ridé mais les yeux toujours vifs. « Grand-mère, je ne t'attendais pas. » La vieille dame entra, s'appuyant sur sa canne. « Tu n'es pas venue dimanche. Je me suis inquiétée. » Claire l'aida à s'asseoir, puis lui raconta sa découverte, sa rencontre avec François, son licenciement. Elisabeth l'écoutait en silence, son visage devenant de plus en plus pâle. « Grand-mère, tu savais quelque chose ?» Elisabeth ferma les yeux un instant. « Je savais qu'elle voyait quelqu'un, un homme important, disait-elle, mais jamais elle n'a mentionné son nom. »« Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ? Parce que j'avais peur ?»« Claire !» La vieille dame tremblait légèrement. « Le jour où Marianne a disparu, elle m'a appelée. Elle semblait terrifiée. Elle m'a dit de prendre soin de toi, que quelqu'un la suivait. » Claire s'agenouilla devant sa grand-mère. « Et tu n'as rien dit à la police ? » ?»« J'ai essayé, mais quand je suis allée au commissariat, ils ont pris ma déposition et puis... plus rien. Quelques jours plus tard, l'officier m'a dit que le dossier avait été classé, que Marianne était probablement partie volontairement. » Elisabeth se leva péniblement et se dirigea vers la porte. « Attends-moi ici. » Elle revint quelques minutes plus tard, portant une boîte en carton poussiéreuse. «
J'ai gardé ceci toutes ces années. Je savais qu'un jour, Claire ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. Elle contenait des lettres, des factures d'hôpital et un morceau de papier déchiré sur lequel était griffonné « Asile Sainte-Thérèse, Toulouse. Asile Sainte-Thérèse », murmura Claire, fixant le morceau de papier jauni. Pourquoi maman aurait-elle noté l'adresse d'un asile psychiatrique? Elisabeth secoua lentement la tête. Je l'ignore, ma petite. Ce papier était dans la poche de sa veste, celle qu'elle avait laissée chez moi la veille de sa disparition. Claire examina les autres documents, des factures d'hôpital datées de 16 ans auparavant, au nom de Marianne, pour des consultations de suivi de grossesse, une échographie montrant une petite silhouette floue, sa sœur Isabelle, qu'elle n'avait jamais connue, son téléphone vibra, un message de François, « Détective Mercier disponible demain 10h, vous cherche toujours. Urgent. » Claire hésita, puis répondit, « D'accord, envoyez l'adresse. »« Tu vas y aller ?» demanda sa grand-mère. « Je n'ai pas le choix. Toulouse est à des centaines de kilomètres et je n'ai plus d'emploi, si ce détective peut m'aider à comprendre. » Elisabeth lui prit la main. Ses doigts étaient osseux, fragiles comme des brindilles. « Claire, j'ai économisé toute ma vie. Je savais que ce jour viendrait. » Elle sortit une enveloppe de son sac. 3 000 €, ce n'est pas grand-chose. Mais ça devrait suffire pour commencer tes recherches. Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Grand-mère, je ne peux pas accepter. Ta mère était tout pour moi, et toi aussi. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai failli à ma tâche une fois. Je n'ai pas su protéger Marianne. Laisse-moi t'aider à la retrouver. » Claire serra sa grand-mère dans ses bras, respirant son parfum familier de lavande. Le cabinet du détective Mercier se trouvait dans un vieil immeuble haussmannien près de l'opéra. L'homme qui ouvrit la porte était grand, la soixantaine, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes à monture épaisse. Son bureau respirait le professionnalisme, ni trop luxueux, ni trop austère. « Mademoiselle Moreau », salua-t-il en lui serrant la main. « Monsieur Delattre m'a tout expliqué. Je suis navré pour votre mère. » François était déjà là, assis dans un fauteuil en cuir. Il semblait fatigué, des cernes marquant ses yeux. « Merci d'être venu, » dit-il avec un signe de tête. « Je suis désolé pour ce silence radio. Véronique, elle pose beaucoup de questions. Je dois être prudent. » Claire s'assit face au détective. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Mercier ouvrit un dossier. « J'ai effectivement découvert plusieurs anomalies. Premièrement, comme Monsieur Delattre vous l'a dit, aucune trace officielle de la disparition de votre mère n'existe dans les bases de données de la police. »« C'est impossible, » protesta Claire. « Ma grand-mère a déposé un signalement. »« Je vous crois. » Mercier ajusta ses lunettes. « Mais quelqu'un a eu accès à ces fichiers et les a supprimés. Ce qui, en soi, est très révélateur et inquiétant. » François se pencha en avant. Qui aurait le pouvoir de faire une chose pareille? Quelqu'un avec des relations dans la police ou suffisamment d'argent pour corrompre les bonnes personnes? Le regard de Mercier se fit perçant. « Monsieur Delattre, étiez-vous au courant que votre beau-père, Henri Delaunay, était très proche du préfet de police de l'époque ?» François pâlit visiblement. « Vous suggérez que le père de Véronique... » « Je ne suggère rien. Je constate simplement une coïncidence troublante. » Mercier se tourna vers Claire. « Avez-vous apporté les documents dont vous m'avez parlé ?» Claire sortit la boîte de son sac et la posa sur le bureau. Le détective examina méticuleusement chaque pièce, s'attardant sur le papier mentionnant l'asile. « Sainte-Thérèse, » murmura-t-il, « j'en ai entendu parler. Un établissement privé assez discret, spécialisé dans les cas psychiatriques lourds. » Il prit l'une des factures d'hôpital. « Ces factures proviennent de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Mais j'ai trouvé autre chose. Dans les registres de l'hôpital de Lyon, 1 semaine après la disparition de votre mère, figure l'admission d'une femme pour un accouchement d'urgence, non renseigné, un cas particulièrement suspect. » François bondit de son siège. « Lyon? Mais pourquoi Lyon? Marianne vivait à Paris. Pour l'éloigner, peut-être, » suggéra Mercier. « Lyon est à 465 km de Paris, loin des recherches éventuelles. » Claire sentit son cœur se serrer. « Et le bébé, ma sœur ?» Le visage du détective s'assombrit. « C'est là que ça devient encore plus trouble. Le bébé, une fille, a été déclaré sans nom, puis adopté via une procédure privée, sans passer par les services sociaux, ce qui est totalement illégal.
Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Claire avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Non seulement sa mère avait disparu, mais sa petite sœur avait été vendue. « Nous devons aller à Toulouse », déclara-t-elle soudain. « Cet asile, c'est notre seule piste concrète. » François hocha la tête. « Je viendrai avec vous. »« Ce serait imprudent », intervint Mercier. « Si quelqu'un surveille vos déplacements, monsieur Delattre, je peux y aller seul, » affirma Claire. « J'ai un peu d'argent maintenant. » François sortit son portefeuille. « Non, c'est hors de question, je vais. Je n'ai pas besoin de votre charité, » coupa Claire. « Ce n'est pas de la charité. » François semblait exaspéré. « C'est ma responsabilité. C'était la femme que j'aimais. C'est possiblement ma fille. » Le téléphone de François sonna, interrompant la discussion. Il regarda l'écran et grimaça. « C'est Véronique. Je dois répondre. Sinon, elle va se douter de quelque chose. » Il sortit dans le couloir. Claire et Mercier échangèrent un regard. « Il est sincère, vous savez, » dit le détective doucement. « Je le connais depuis longtemps. François Delattre est un homme d'honneur. Un homme d'honneur qui a laissé sa femme m'accuser de vol et me faire licencier, » répliqua Claire amèrement. Un homme déchiré entre son passé et son présent. Mercier la fixa intensément. « Méfiez-vous de Véronique Delaunay. Cette femme a beaucoup à perdre si la vérité éclate. » François revint, le visage tendu. « Je dois y aller. Véronique m'attend pour une réunion avec des investisseurs japonais. » Il tendit une enveloppe à Claire. « C'est tout ce que j'ai pu retirer discrètement. Partez pour Toulouse dès que possible. Mercier vous aidera avec la logistique. » Après son départ, Claire ouvrit l'enveloppe. Elle contenait 5 000 € et une note. « Trouvez Marianne, trouvez ma fille, je vous fais confiance. » 3 jours plus tard, Claire descendait du train à la gare de Toulouse-Matabio. La chaleur du sud l'enveloppa dès sa sortie sur le parvis. Suivant les instructions de Mercier, elle prit un taxi jusqu'à un petit hôtel du centre-ville. Dans sa chambre, elle étala ses maigres affaires et les documents qu'elle avait emportés. Le détective avait fait des recherches supplémentaires sur l'asile Sainte-Thérèse. Fondé dans les années 50, l'établissement avait la réputation d'être particulièrement discret, accueillant souvent des patients fortunés désireux d'éviter le scandale. Des rumeurs persistantes évoquaient des traitements controversés et un manque de transparence dans la gestion des admissions. Claire vérifia son téléphone. Toujours aucune nouvelle de François depuis 3 jours. Mercier, lui, avait envoyé un message. « Contact à l'asile. Madame Roussel, infirmière-chef à la retraite. Rendez-vous demain 15h. Soyez prudente. » Allongée sur le lit, Claire ne parvenait pas à trouver le sommeil. 16 ans, 16 années perdues. Sa mère avait-elle passé tout ce temps enfermée dans un asile? Et sa petite sœur, adoptée illégalement, où était-elle maintenant? Qui était-elle devenue? Le lendemain matin, elle prit un bus qui la conduisit en périphérie de Toulouse, là où la ville cédait progressivement la place à la campagne. L'asile Sainte-Thérèse se dressait au bout d'une longue allée bordée de platanes centenaires, un imposant bâtiment de pierre blanche, aux fenêtres étroites et aux grilles ornementées, mais robustes. Claire resta un moment à l'observer depuis l'arrêt de bus. Son cœur battait la chamade. Si près du but, après tant d'années, une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous devez être Claire Moreau. » Elle se retourna. Une femme âgée, vêtue simplement, la regardait avec des yeux perçants. « Madame Roussel », la vieille infirmière hocha la tête. « Suivez-moi, on ne peut pas parler ici. » Madame Roussel conduisit Claire vers un petit café à 2 rues de l'asile. L'établissement était presque vide à cette heure de la journée. Elles s'installèrent dans un coin reculé, loin des quelques clients matinaux. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda Claire une fois qu'elles eurent commandé 2 cafés. « Le détective Mercier m'a dit de chercher une jeune femme qui ressemblerait à Marianne Moreau. » Madame Roussel l'étudia avec attention. « Vous avez ses yeux, exactement les mêmes. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Vous connaissiez ma mère, elle est à Sainte-Thérèse. » L'ancienne infirmière jeta un regard nerveux autour d'elle avant de répondre à voix basse. « J'ai travaillé à Sainte-Thérèse pendant 38 ans. J'ai pris ma retraite il y a 6 mois. » Elle sortit un paquet de cigarettes, en alluma une d'une main légèrement tremblante. « Votre mère, si c'est bien elle, est arrivée il y a environ 16 ans. Sous quel nom ? » « Aucun. » La réponse claqua comme un coup de fouet. Juste un numéro de dossier, une patiente spéciale, comme on les appelait, celle dont on ne prononçait jamais le nom, dont on ne parlait pas. Claire serra sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Comment est-ce possible? On ne peut pas interner quelqu'un sans identité.
Madame Roussel eut un rire sec sans joie. « Ma petite, vous seriez surprise de ce qui est possible quand on a suffisamment d'argent et de relations. Sainte-Thérèse n'est pas un établissement ordinaire. La moitié des patients sont des gens riches venus se désintoxiquer discrètement. L'autre moitié... » Elle tira sur sa cigarette. « L'autre moitié, ce sont des secrets de famille qu'on veut faire disparaître. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. « Qui l'a fait interner ? Je ne sais pas, je n'étais qu'une infirmière, pas une administratrice. Mais je peux vous dire que son admission a été supervisée personnellement par le docteur Vidal, le directeur de l'époque, et qu'une somme considérable a été versée. Chin, quel est-il son état ? Claire avait peur de la réponse, mais elle devait savoir. Madame Roussel écrasa sa cigarette. Elle ne parle pas, n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée, d'après les dossiers, un cas de schizophrénie catatonique sévère, selon le diagnostic officiel. Et officieusement, les yeux de l'infirmière s'assombrirent. Officiellement, on lui administre des neuroleptiques puissants depuis 16 ans. Ce genre de traitement, sur cette durée, ça détruit l'esprit. Mademoiselle Moreau, même si votre mère était parfaitement saine au départ, ces médicaments l'auront changé. Claire lutta contre la nausée qui montait en elle. Sa mère, droguée pendant 16 ans. Je dois la voir. C'est pour ça que je suis là. Madame Roussel sortit de son sac une carte d'identité du personnel et un trousseau de clés. J'ai encore des amis à l'intérieur. Je peux vous faire entrer, mais c'est risqué. Je m'en fiche. Vous devriez vous en soucier. Les gens qui ont placé votre mère là-bas ont du pouvoir. S'ils découvrent que vous la cherchez. Claire pensa à Véronique, à son regard glacial, à sa capacité de la faire licencier sur une simple accusation. Je ne reculerai pas maintenant. Pendant ce temps, à Paris, François faisait les 100 pas dans son bureau. 3 jours qu'il n'avait pas contacté Claire. 3 jours à éviter les questions de plus en plus pressantes de Véronique. 3 jours à observer sa femme avec un regard neuf, cherchant des indices, des failles dans ce masque parfait qu'elle portait depuis 11 ans. Son téléphone vibra. Un message de Mercier. Information troublante sur l'hôpital de Lyon. Besoin de vous voir d'urgence. François sentit son estomac se nouer. Au même moment, la porte s'ouvrit sur Véronique. « Ah, tu es là ?» Elle portait un tailleur crème impeccable. Ses cheveux blonds coiffés en un chignon serré. « Tu as disparu toute la matinée ? J'avais des appels à passer pour le projet de Barcelone ?» mentit-il avec aisance. Depuis quand était-il devenu si facile de lui mentir ? Véronique s'approcha, posant une main sur sa joue. « Tu travailles trop, mon chéri. Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien. Vraiment. » Sa main glissa sur sa cravate, l'ajustant inutilement. « J'ai l'impression que tu es ailleurs ces derniers jours, depuis cette histoire avec la femme de ménage. » François se raidit imperceptiblement. « C'est juste le travail. » Elle le fixait, scrutant son visage. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. » Il soutint son regard. 11 ans de mariage. Et pourtant, à cet instant précis, il avait l'impression de faire face à une étrangère. Bien sûr, Véronique, je sais. À Toulouse. Claire suivait Madame Roussel le long d'un couloir latéral de l'asile. L'ancienne infirmière l'avait fait entrer par une porte de service, saluant au passage d'anciennes collègues qui ne semblaient pas surprises de la voir. « Marchez normalement », murmura-t-elle, comme si vous étiez une visiteuse ordinaire. L'intérieur de Sainte-Thérèse était étonnamment lumineux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, mais les barreaux aux fenêtres et les portes verrouillées à chaque intersection rappelaient la véritable nature de l'endroit. « L'aile est, » expliqua Madame Roussel en baissant la voix, « est réservée aux cas les plus lourds ou les plus spéciaux. C'est là qu'elle se trouve. » Elles empruntèrent un nouvel escalier, puis un couloir plus étroit, plus austère. Ici, les fenêtres étaient rares et les portes plus massives. « Chambre 14 », indiqua Madame Roussel en s'arrêtant devant une porte blanche. « Je vais faire le guet. Vous avez 10 minutes, pas plus. » Claire sentit son cœur battre à tout rompre, tandis que l'infirmière déverrouillait la porte. 16 ans d'attente, de questions, d'espoir et de désespoir se cristallisaient dans ce moment. La porte s'ouvrit silencieusement. La chambre était simple, propre, avec un lit étroit, une commode et un fauteuil près de la fenêtre. Et dans ce fauteuil, Claire dut s'appuyer contre le mur pour ne pas défaillir. Une femme était assise là, regardant fixement par la fenêtre, ses cheveux,
autrefois d'un châtain brillant, était désormais gris et terne, coupé court, son visage émacié portait les marques du temps et des médicaments. Mais malgré les années, malgré les changements, Claire aurait reconnu ce profil n'importe où. « Maman », murmura-t-elle, les jambes tremblantes. La femme ne réagit pas. Ses yeux, autrefois si vifs, si expressifs, fixèrent le vide, comme absents. Claire s'approcha lentement, s'agenouillant devant le fauteuil. « Maman, c'est moi, c'est Claire. » Toujours aucune réaction. Claire sortit de sa poche la photographie qu'elle avait emportée, celle identique à celle du bureau de François. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle la tenait devant les yeux de sa mère. « Tu te souviens ? C'est toi, avec la robe bleue. » Quelque chose, un infime tressaillement, passa dans le regard vide. Claire le vit, ce minuscule signe de vie derrière le masque figé. « Je t'ai cherché. Pendant 16 ans. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. « Et je t'ai trouvé. Je suis là maintenant. » Lentement, avec une difficulté évidente, la femme tourna la tête. Ses yeux, si semblables à ceux de Claire, se posèrent sur le visage de sa fille. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Claire prit doucement sa main, si froide, si fragile. « On va te sortir d'ici, je te le promets. » Un éclair passa dans le regard de Marianne. Sa main libre se leva, tremblante, et effleura la joue de Claire. Un geste si léger, et pourtant chargé d'une émotion indicible. La porte s'ouvrit brusquement. Madame Roussel apparut, le visage tendu. « Il faut partir, maintenant. Le docteur Legrand fait sa ronde plus tôt que prévu. » Claire se releva à contre-cœur, serrant une dernière fois la main de sa mère. « Je reviendrai, » promit-elle. « Tiens bon. » Alors qu'elle s'apprêtait à suivre l'infirmière, un son la figea sur place. Une voix rauque, à peine audible, comme inutilisée depuis des années. « Claire. » Elle se retourna. Marianne la fixait, une larme unique roulant sur sa joue creusée. « Elle m'a reconnue, » murmura Claire. Bouleversée, « Venez, » insista Madame Roussel. « Nous reviendrons, mais pas maintenant. » À Paris, François se tenait dans le bureau du détective Mercier, fixant avec horreur les documents étalés devant lui, une transaction de 200 000 €, expliquait Mercier, effectuée par Véronique Delaunay à un certain docteur Vidal, directeur de l'asile Sainte-Thérèse, il y a 16 ans, une semaine après la disparition de Marianne. François s'effondra dans un fauteuil, le visage livide. « Ce n'est pas possible. Il y a plus. » Mercier lui tendit un nouveau document. Le même mois, un couple français, les Garnier, a adopté une petite fille par une procédure privée extrêmement discrète. Ils ont versé une somme similaire à une société offshore liée à Véronique. Compléta François d'une voix éteinte, son téléphone sonna. « Claire, je l'ai trouvée », annonça la voix tremblante de la jeune femme. « Ma mère est vivante. » « Comment va-t-elle » La voix de François tremblait au téléphone. Claire s'éloigna de l'asile, marchant rapidement aux côtés de Madame Roussel. « Mal. Ils l'ont droguée pendant 16 ans. Elle m'a reconnue, mais c'est à peine si elle peut parler. » Un silence lourd s'installa. Claire pouvait presque sentir la culpabilité de François à travers le téléphone. « Écoutez-moi, » reprit-il finalement d'une voix déterminée. « Mercier a trouvé des preuves accablantes, Véronique. C'est elle qui a fait interner Marianne. Elle a payé pour ça. » Claire s'arrêta net, saisie d'effroi. « Et le bébé, ma sœur, vendu à un couple nommé Garnier, à Marseille. » Une vague de nausée submergea Claire. « Mon Dieu !» Madame Roussel lui fit signe de continuer à marcher. Elle s'éloignait maintenant rapidement de l'asile, prenant des rues adjacentes au hasard. « Claire, je dois vous avertir. » François parlait vite, comme s'il craignait d'être interrompu. Véronique se doute de quelque chose. Elle surveille mes appels, mes déplacements, mais je vais venir à Toulouse. Il faut sortir Marianne de là. Comment ? Elle est internée légalement, non ? Pas si les documents d'admission sont falsifiés. Mercier travaille dessus. Il faut juste. La communication fut brusquement coupée. Claire fixa son téléphone avec inquiétude, puis essaya de rappeler. « Directement sur messagerie ? Un problème ? » demanda Madame Roussel. « Je ne sais pas. » Claire rangea son téléphone. « Où allons-nous ? Chez moi ? Ce n'est pas prudent de retourner à votre hôtel pour l'instant.
À Paris, François fixait son téléphone éteint avec frustration. Il l'avait délibérément coupé en voyant Véronique apparaître à la porte du bureau de Mercier. « Ah, te voilà », dit-elle en entrant, son regard passant rapidement de François aux documents étalés sur le bureau. « J'ai appelé ton assistante. Elle m'a dit que tu avais annulé tous tes rendez-vous de l'après-midi. » Mercier rangea discrètement les dossiers compromettants dans un tiroir. « Madame Delattre, je présume. Enchanté, je suis Raymond Mercier, un vieil ami de François. » Véronique lui accorda à peine un regard, concentré sur son mari. « Un ami, je ne crois pas que François m'ait jamais parlé de vous. » « Nous nous connaissons depuis l'université, » improvisa François. « Raymond m'aide sur une affaire délicate concernant notre expansion à Barcelone. » Vraiment, le sourire de Véronique n'atteignait pas ses yeux. « Curieux que tu ne m'en aies pas parlé, alors que je supervise tous nos projets européens. » François se leva, déposant un baiser rapide sur la joue de sa femme. « Une simple consultation préliminaire, rien d'officiel. Rentrons, veux-tu ?» Dans la voiture, Véronique resta silencieuse. Tapotant nerveusement son téléphone, François conduisait, l'esprit ailleurs, chez cette femme qu'il avait aimée et qui gisait maintenant, brisée, dans un asile psychiatrique, à cause de la femme assise à ses côtés. « Tu vas à Toulouse demain ?» demanda soudain Véronique. François faillit freiner brusquement. « Quoi ? J'ai vu ton agenda. Tu as réservé un vol pour Toulouse demain matin. »« Ah oui !» Il s'efforça de paraître décontracté. « Une inspection surprise de notre hôtel là-bas. Les chiffres du dernier trimestre étaient inquiétants. Je viendrai avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Ce sera ennuyeux. Des réunions toute la journée. J'insiste. » Son ton était doux, mais son regard acéré. Ça fait longtemps que nous n'avons pas voyagé ensemble. Juste tous les deux. François réalisa avec horreur qu'il était piégé. L'appartement de Madame Roussel était modeste mais chaleureux. Situé dans un immeuble ancien du centre de Toulouse, Claire s'assit à la table de la cuisine pendant que l'ancienne infirmière préparait du thé. « Comment va-t-on la sortir de là ?» demanda Claire, brisant le silence. « Pas facilement. » Madame Roussel lui tendit une tasse fumante. « Les procédures de sortie sont strictes, surtout pour les patients de longue durée. Il faudrait une autorisation médicale ou une injonction judiciaire prouvant que l'internement était illégal. » Claire but une gorgée de thé, réfléchissant. François a dit que son détective travaillait sur les documents d'admission si on prouve qu'ils sont falsifiés. Même avec des preuves, ça prendrait des semaines, voire des mois. La justice est lente. Madame Roussel hésita. Il y a une autre possibilité, mais c'est risqué. Claire se redressa. Je suis prête à tout. J'ai encore mes badges d'accès et je connais les horaires, les routines, si on choisit le bon moment. Vous suggérez de la faire sortir clandestinement ? L'infirmière hocha lentement la tête. C'est dangereux, illégal, et si on se fait prendre, nous risquons la prison. Mais possible. Claire n'hésita pas une seconde. Faisons-le. Le lendemain matin, François débarqua à l'aéroport de Toulouse. Véronique à ses côtés. Elle n'avait pas lâché son bras depuis leur départ de Paris, comme si elle craignait qu'il ne s'échappe. « Où allons-nous d'abord ?» demanda-t-elle tandis qu'ils récupérèrent leurs bagages. « À l'hôtel. J'ai quelques rendez-vous avant. » François vérifia discrètement son téléphone. Toujours aucune nouvelle de Claire ou Mercier. « Je te dépose à l'hôtel et... »« Non, je viens avec toi. » Son sourire était glacial. « Je suis curieuse de voir comment tu gères ces... inspections surprises. » François sentit la panique monter. Il devait absolument contacter Claire, la prévenir. Mais comment se débarrasser de Véronique ? Une idée lui vint soudain. « Très bien. Mais j'ai un appel urgent à passer d'abord. Une affaire privée. » Il s'éloigna vers les toilettes, laissant Véronique dans le hall. Une fois à l'abri, il composa frénétiquement le numéro de Claire, dans l'appartement de Madame Roussel. Claire préparait leur plan. Elles avaient décidé d'agir le soir même, lors du changement d'équipe. Un moment de confusion relatif où la surveillance se relâchait légèrement. Son téléphone vibra. « François. Claire, écoutez-moi. Véronique est avec moi à Toulouse. Elle ne me quitte pas d'une semelle. » « Quoi ? Pourquoi l'avez-vous amenée ? » « Je n'avais pas le choix. Elle a vu ma réservation. » Sa voix était tendue, presque désespérée. « Elle se doute de quelque chose. Vous devez être extrêmement prudente. » Claire échangea un regard inquiet avec Madame Roussel. « Nous allons faire sortir ma mère ce soir. »« Quoi ? Non, c'est trop risqué. On n'a pas le choix. Si Véronique est ici,
Elle pourrait découvrir que Marianne est à l'asile. Qui sait ce qu'elle ferait alors? Un silence, puis « Vous avez raison. J'essaierai de vous rejoindre. Il faut que je trouve un moyen de distraire Véronique. » Le soir venu, Claire attendait dans une voiture empruntée, garée à distance de l'entrée de service de l'asile. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle fixait sa montre. À 19h45, Madame Roussel était entrée 15 minutes plus tôt. Le plan était simple. L'infirmière allait prétendre vouloir récupérer des affaires personnelles oubliées, puis se glisser jusqu'à la chambre de Marianne. Profitant du changement d'équipe à 20h, elle ferait sortir Marianne par une issue de secours rarement utilisée. Le téléphone de Claire vibra, un message de François. Impossible de venir, V ne me lâche pas, soyez prudente. 20h15, toujours rien. Claire commençait à s'inquiéter. Puis soudain, la porte latérale s'ouvrit. Madame Roussel apparut, soutenant une silhouette frêle, enveloppée dans un manteau trop grand. Marianne, Claire sortit précipitamment pour les aider. Sa mère semblait à peine consciente, ses jambes vacillantes, ses yeux mi-clos. « Qu'est-ce qu'elle a ?» s'inquiéta Claire en l'aidant à monter dans la voiture. « La dose du soir, ils lui ont administré ses médicaments avant que je puisse intervenir. » Madame Roussel s'installa à l'arrière avec Marianne. « Conduis-nous chez moi. »« Vite !» Claire démarra, jetant des regards anxieux dans le rétroviseur. Sa mère était appuyée contre l'épaule de l'infirmière, les yeux fermés. Elle semblait si fragile, si vulnérable. « Va-t-elle s'en remettre ?» demanda Claire, la gorge serrée. Avec le temps et les bons soins, ces médicaments ont des effets à long terme. Mais l'esprit humain est étonnamment résilient. À l'appartement, elles installèrent Marianne dans le lit de la chambre d'amis. Claire resta assise à son chevet, tenant sa main, observant ce visage émacié qui avait hanté ses rêves pendant 16 ans. Vers minuit, Marianne ouvrit les yeux. Son regard semblait plus clair, plus présent. « Claire », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis là, maman. Tu es en sécurité maintenant. » Marianne serra faiblement sa main. Ses lèvres tremblèrent, comme si elle luttait pour former des mots. « Isa, belle !» Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « On va la retrouver, maman. Je te le promets. » Un éclair de lucidité traversa le regard de Marianne. Elle leva une main tremblante vers le visage de sa fille. Véro, Nick, ce simple nom, chargé de tant de haine et de peur, résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de tonnerre. À cet instant précis, le téléphone de Claire sonna. François. « Claire, ils ont découvert la disparition de Marianne. Véronique vient de recevoir un appel. Elle ne sait pas que je l'ai entendu, mais ils vous cherchent. Ils savent qu'elle a disparu. » chuchota Claire, le cœur battant. Elle s'était éloignée du lit de sa mère pour ne pas la perturber. « Oui », répondit François à l'autre bout du fil. « Véronique a reçu un appel du directeur de l'asile. Elle prétend s'inquiéter d'une patiente qui aurait fugué, mais j'ai vu son visage, Claire. Elle est terrifiée. Que fait-elle ? Pour l'instant, elle fait semblant de ne pas être concernée, mais elle a passé un autre appel en privé, je n'ai pas pu entendre. Mais elle a mentionné Toulouse et une situation à régler. » Claire jeta un regard vers la chambre où reposait sa mère. « Nous ne pouvons pas rester ici. Si elle a des contacts à Toulouse, vous devez quitter la ville immédiatement. » La voix de François était tendue. Mercier a trouvé une adresse à Marseille, les Garnier, le couple qui a adopté Isabelle. Claire sentit son cœur faire un bond. « Isabelle, ma sœur. »« Notre prochaine étape, » confirma François. « Je vais essayer de vous rejoindre là-bas, mais je dois être prudent. Véronique ne me quitte pas des yeux. Comment est-ce qu'on l'a retrouvée ? Mercier a découvert que les Garnier ont déposé des documents d'adoption en Suisse. Probablement pour légitimer l'adoption illégale. Ce sont des gens fortunés. Charles Garnier possède une chaîne de bijouterie de luxe. Ils habitent une villa à Marseille. » Claire nota l'adresse que lui dictait François. « Comment amener maman jusque là-bas ? Elle est encore très faible. Mercier a tout arrangé. Un ami médecin va venir vous chercher demain matin avec une ambulance privée, document officiel de transfert hospitalier, totalement légal en apparence. » Après avoir raccroché, Claire retourna auprès de sa mère. Marianne dormait d'un sommeil agité, ses paupières tressaillant comme si elle était poursuivie jusque dans ses rêves. Madame Roussel entra avec une tasse de thé pour Claire. « Comment va-t-elle ? » ?»« Ils savent qu'elle a disparu. Il faut partir demain. » L'ancienne infirmière hocha la tête gravement. « Je viendrai avec vous. Elle aura besoin de soins médicaux et je dois répondre de ce que j'ai fait. » Claire lui serra la main. « Merci pour tout. »
L'ambulance arriva tôt le lendemain. Le docteur Ferrand, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, examina rapidement Marianne. État de dénutrition légère, déshydratation, signes évidents de surmédication. Il secoua la tête avec dégoût. C'est criminel. On dirait qu'ils l'ont délibérément maintenue dans cet état. Ils installèrent de Marianne confortablement dans l'ambulance, avec des perfusions pour la réhydrater. Claire et Madame Roussel montèrent avec elle, tandis que le docteur prenait le volant. 5 heures jusqu'à Marseille, annonça-t-il en démarrant. Espérons que la route sera calme. Durant le trajet, Claire observait le paysage défiler, tenant la main de sa mère. Le cauchemar allait-il enfin prendre fin, après toutes ces années de questions sans réponse, de deuil impossible? Allait-il enfin reconstruire leur famille brisée? Et Isabelle, comment était-elle? Que lui avait-on raconté sur ses origines? Savait-elle qu'elle avait été adoptée? À mi-chemin, Marianne se réveilla. Ses yeux semblaient un plus clairs, comme si la distance avec l'asile lui rendait progressivement sa lucidité. « Où sommes-nous » murmura-t-elle. « En route vers Marseille, maman. On va retrouver Isabelle. » Le regard de Marianne s'illumina brièvement à ce nom, puis s'assombrit. « Véronique, elle va nous trouver. »« Non, on est en sécurité maintenant. » Marianne secoua faiblement la tête. « Tu ne comprends pas, elle. Elle a tout organisé, le kidnapping, la clinique. » Claire se figea. « Tu te souviens ?» Des fragments. Marianne ferma les yeux, comme si l'effort de se remémorer était physiquement douloureux. « J'attendais François ce soir-là. On devait partir ensemble. J'ai entendu frapper. C'était des hommes. Ils m'ont droguée. » Elle s'interrompit. Épuisée par l'effort, Claire lui caressa doucement les cheveux, retenant ses larmes. « Repose-toi. Maman, tu es en sécurité maintenant. À Marseille. » François faisait les 100 pas devant la villa des Garnier. Un magnifique bâtiment de style méditerranéen surplombant la mer. Il avait finalement réussi à s'échapper de la surveillance de Véronique en prétextant une réunion urgente avec le directeur de leur hôtel marseillais. Monsieur Delattre, un homme en costume sombre, s'approcha. « Mercier, le détective. Ils sont là ?» demanda François, anxieux. « Oui, Charles Garnier est à sa bijouterie du centre-ville. Madame Garnier est à la maison avec leur fille, Isabelle. » François sentit son cœur s'accélérer. Sa fille biologique qu'il n'avait jamais connue. Comment allons-nous procéder? Le plus simplement possible. Nous sonnons. Nous demandons à parler à Madame Garnier. Nous expliquons la situation. Et si elle refuse de nous recevoir, Mercier tapota la serviette qu'il tenait. J'ai des copies des documents prouvant l'adoption illégale, et ceci. Il sortit une enveloppe contenant le résultat préliminaire d'un test ADN. François avait fourni un échantillon 2 jours plus tôt. Si nécessaire, nous pouvons demander un test officiel, mais ceci devrait déjà les faire réfléchir. Ils s'approchèrent de la grille d'entrée et sonnèrent. Une voix féminine répondit à l'interphone. « Madame Garnier, François Delattre et Raymond Mercier, nous souhaiterions vous parler d'un sujet important. » Un silence, puis « De quoi s'agit-il » ? « C'est personnel, madame, concernant votre fille. » Nouveau silence, plus long, puis le déclic de la grille qui s'ouvre. La femme qui les accueillit dans le hall d'entrée était élégante. La 50aine distinguée, Hélène Garnier les conduisit dans un salon lumineux donnant sur la mer. « Je vous écoute, messieurs, mais faites vite, mon mari rentre pour déjeuner. » François inspira profondément. « Madame Garnier, je suis ici concernant les circonstances de l'adoption de votre fille. » « Isabelle, le visage d'Hélène se durcit instantanément. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Mercier intervint doucement, sortant quelques documents. « Nous avons retrouvé les traces de cette adoption, madame. Une procédure privée, il y a 16 ans, via un intermédiaire nommé Véronique Delaunay. » Hélène blêmit visiblement, ses mains se crispant sur son fauteuil. « Qui êtes-vous réellement ? » « Je suis le père biologique d'Isabelle, » déclara François, la voix tremblante d'émotion. Sa mère, Marianne Moreau, était enceinte de moi quand elle a été kidnappée et forcée d'accoucher dans une clinique clandestine. L'enfant, Isabelle, a ensuite été vendue. Vendue ? Hélène se leva brusquement. « Comment osez-vous ? Nous avons adopté Isabelle légalement. » « Vraiment ? » Mercier étala d'autres documents sur la table basse. 200 000 € versés à un compte offshore. Aucune trace dans les registres officiels d'adoption français. Des certificats de naissance falsifiés.
Hélène s'effondra dans son fauteuil, le visage dans les mains. Nous ne savions pas tout. L'agence nous avait dit que la mère était une jeune femme qui ne pouvait pas garder l'enfant. Nous voulions tellement un bébé. Où est Isabelle ? Demanda doucement François. Au lycée. Elle rentre pour déjeuner. Hélène releva la tête, les yeux humides. Vous allez nous la prendre. François s'approcha, s'agenouillant près d'elle. Non, je veux juste la rencontrer, lui dire la vérité. Sa mère biologique a passé 16 ans enfermée dans un asile psychiatrique. Croyant avoir perdu sa fille pour toujours, sa demi-sœur l'a cherchée sans relâche. Isabelle mérite de connaître ses origines. La porte d'entrée s'ouvrit soudain. Une voix juvénile retentit. « Maman, je suis rentrée. » Hélène et François échangèrent un regard. Le moment était venu. Une jeune fille de 16 ans apparut à la porte du salon. Grande, mince, avec de longs cheveux châtains et des yeux d'un bleu saisissant. Les yeux de Marianne. « Isabelle » murmura François, bouleversé. « Ma fille » à quelques kilomètres de là. L'ambulance transportant Marianne, Claire et Madame Roussel approchait de Marseille. Le téléphone de Claire vibra, un message de François. « J'ai rencontré Isabelle, elle nous attend. » Claire serra la main de sa mère, des larmes de joie coulant sur ses joues. « On y est presque, maman. On va retrouver Isabelle. » Mais pendant ce temps, à Toulouse, Véronique Delaunay montait dans un jet privé, le visage fermé, déterminé. À ses côtés, 2 hommes à l'allure peu avenante attendaient à ses instructions. « Marseille », ordonna-t-elle sèchement, « et contactez Garnier. Dites-lui que sa dette va être appelée. » Isabelle Garnier fixait François, son visage juvénile trahissant un mélange de confusion et de stupeur. Ses yeux, si semblables à ceux de Marianne, passèrent de François à sa mère adoptive, cherchant des réponses. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est cet homme ? Hélène Garnier se leva, tremblante. « Isabelle, ma chérie, il faut qu'on parle. » « De quoi ?» La jeune fille recula d'un pas. « Pourquoi a-t-il dit que j'étais sa fille ?» Un silence pesant s'installa. François restait immobile, craignant qu'un geste de sa part ne brise ce moment fragile. C'était à Hélène de parler. « Assieds-toi » dit doucement Hélène, indiquant le canapé. « Il y a quelque chose que ton père et moi aurions dû te dire depuis longtemps. » Isabelle s'assit lentement, son corps adolescent tendu comme un arc. « Vous commencez à me faire peur. Tu... » Hélène cherchait ses mots. « Tu sais que nous t'aimons plus que tout, n'est-ce pas? Maman, tu es notre fille, notre trésor. Mais tu n'es pas née de moi. » Isabelle resta silencieuse, son regard passant de sa mère à François. Elle semblait tenter d'absorber cette information, de la réconcilier avec tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie. « Je suis adoptée. » Sa voix était à peine audible. Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. « Nous voulions te le dire quand tu serais prête, mais... » « Mais quoi ?» La voix d'Isabelle se fit plus dure. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui ?» Elle pointa un doigt accusateur vers François. Mercier intervint avec tact. « Mademoiselle Garnier, votre adoption n'a pas été... conventionnelle, monsieur Delattre est votre père biologique. Et votre mère biologique vous a cherché pendant 16 ans. » Le visage d'Isabelle pâlit. « Ma mère biologique me cherchait. Vous m'avez dit qu'elle ne voulait pas de moi. » Ce dernier point était adressé à Hélène, dont le visage s'empourpra de honte. « C'est ce qu'on nous avait dit, » murmura-t-elle. François s'avança enfin, s'asseyant face à Isabelle, assez loin pour ne pas l'effrayer. « Ta mère ne t'a jamais abandonnée. Elle a été enlevée alors qu'elle était enceinte de toi. On lui a pris son bébé. Toi, de force. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent d'horreur. « C'est un kidnapping. J'ai été kidnappée. » « Non, » intervint Mercier. « Techniquement, c'est ta mère qui a été kidnappée. Toi, tu as été séparée d'elle à la naissance. Par qui ? Qui ferait une chose pareille ? » François hésita. « Ma femme actuelle, Véronique, elle voulait m'épouser à tout prix. Quand elle a découvert que Marianne, ta mère biologique, était enceinte de moi, elle a orchestré sa disparition. » La sonnette de la villa retentit, interrompant cette révélation bouleversante. Hélène se leva pour aller répondre, des voix dans l'entrée. Puis elle revint, accompagnée de Claire. « L'ambulance est en bas », annonça cette dernière, essoufflée. Puis son regard tomba sur Isabelle, et elle se figea. « Mon Dieu !» Isabelle se leva lentement, comme hypnotisée,
Cette femme inconnue la fixait avec une émotion si intense qu'elle en était presque palpable. « Qui êtes-vous » demanda Isabelle d'une voix tremblante. Claire s'approcha, pas à pas, comme si elle craignait qu'Isabelle ne s'envole. « Je suis Claire, Claire Moreau. Je suis ta sœur, ta demi-sœur. » Isabelle vacilla légèrement, submergée par ces révélations en cascade. François la rattrapa doucement par le bras. « Je sais que c'est beaucoup à absorber d'un coup, » dit-il avec douceur. « Ma sœur. » Isabelle fixait Claire, étudiant son visage comme si elle y cherchait une confirmation. « J'ai une sœur. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'avais 11 ans quand maman a disparu, avec toi dans son ventre. J'ai passé 16 ans à vous chercher. Et ma mère biologique. » La voix d'Isabelle tremblait. « Vous dites qu'elle me cherchait. Alors, elle est vivante. »« Oui, » confirma Claire. « Elle est dans l'ambulance en bas, elle est très faible. Ils l'ont gardée enfermée dans un asile psychiatrique pendant 16 ans. » Isabelle porta une main à sa bouche, horrifiée, puis, soudain, elle se précipita vers la porte. « Je veux la voir. » Marianne était allongée sur la couchette de l'ambulance. Madame Roussel à ses côtés, malgré sa fragilité. Elle était pleinement consciente, ses yeux scrutant anxieusement la porte. Quand celle-ci s'ouvrit sur Isabelle, suivie de François et Claire, le temps sembla se suspendre. Marianne se redressa légèrement, ses mains tremblantes s'agrippant au bord de la couchette. Ses yeux, les mêmes que ceux d'Isabelle, s'emplirent de larmes. « Isa, belle. » La jeune fille s'approcha lentement, comme dans un rêve. Elle observait ce visage émacié, marqué par la souffrance, cherchant, quoi, une ressemblance, une connexion. « C'est vous ma mère, ma vraie mère. » Marianne tendit une main tremblante vers elle, n'osant pas la toucher. « Mon bébé, ma petite fille. » Isabelle hésita, puis prit doucement cette main offerte. Une décharge électrique sembla parcourir Marianne, dont le visage s'illumina d'une joie si pure, si profonde, qu'elle en était presque douloureuse à regarder. François observait la scène, bouleversé, sa famille, cette famille qu'il aurait dû avoir, que Véronique lui avait volée, réunie enfin, brisée mais vivante. Claire s'approcha, formant un cercle autour de Marianne avec François et Isabelle. 4 personnes liées par le sang et séparées par la cruauté. Réunies par le destin, nous devrions la transporter à l'intérieur, suggéra doucement Madame Roussel. Elle a besoin de repos. 3 jours passèrent. Marianne, installée dans une chambre d'amis chez les Garnier, reprenait progressivement des forces. Le docteur Ferrand avait entamé un protocole pour la sevrer en douceur des puissants neuroleptiques qu'on lui avait administrés pendant des années. Isabelle passait tout son temps libre avec elle, fascinée par cette mère sortie de nulle part. Claire les observait souvent ensemble, le cœur plein d'émotions contradictoires, joie de les voir réunies, culpabilité de n'avoir pas trouvé Marianne plus tôt, peur que ce bonheur fragile ne leur soit à nouveau arraché. François, quant à lui, avait pris une chambre d'hôtel à proximité. Il venait chaque jour, passant de longues heures avec Marianne et leur fille. 16 ans s'étaient écoulés, mais la connexion entre eux semblait intacte, comme si le temps n'avait été qu'une parenthèse. Charles Garnier, le père adoptif d'Isabelle, avait d'abord réagi avec colère et incrédulité face à ces révélations, mais confronté aux preuves irréfutables présentées par Mercier et au bonheur évident de sa fille à découvrir ses racines, il avait fini par accepter la situation. « Nous ne voulons pas vous l'enlever », avait assuré François. « Vous êtes ses parents aussi. Vous l'avez élevé, aimé. Nous voulons juste faire partie de sa vie. » Ce matin-là, François arriva plus tôt que d'habitude, le visage grave. Il demanda à parler à Claire en privé. « Mercier a reçu les résultats officiels du test ADN. » annonça-t-il, lui tendant une enveloppe. « 99% de compatibilité. Je suis bien le père biologique d'Isabelle. » Claire parcourut le document, un sourire aux lèvres. « Comme si nous avions encore des doutes. Elle a vos yeux, vous savez. Et le sourire de maman. C'est un... Mercier a également obtenu une confession. » Le ton de François se fit plus sombre. « L'un des hommes engagés par Véronique pour kidnapper votre mère, il a été arrêté récemment pour une autre affaire. Et quand Mercier lui a proposé un arrangement, il a tout avoué. » François hocha la tête, sortant un enregistreur. Tout. Le kidnapping, la clinique clandestine, l'asile. Véronique a tout orchestré. Elle a payé ses hommes pour faire disparaître Marianne, la forcer à accoucher,
puis l'interner sous une fausse identité. Claire serra les poings. Et le bébé, Isabelle, elle l'a vendu au Garnier. Pas exactement vendu, disons qu'elle a servi d'intermédiaire, moyennant une commission substantielle. Claire fixa l'enregistreur. Qu'allons-nous faire de ça? Le regard de François se durcit. Justice. Il est temps que Véronique paie pour ce qu'elle a fait. À cet instant précis, un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. François se précipita à la fenêtre. « Non !» murmura-t-il blêmissant. Une luxueuse berline noire venait de s'arrêter devant la villa. Véronique en descendit, accompagnée de 2 hommes à l'allure menaçante. « Elle est là !» souffla François, s'écartant vivement de la fenêtre. Véronique, avec 2 hommes. Claire sentit son sang se glacer. « Comment nous a-t-elle trouvés ?»« Charles Garnier », réalisa François. « Il a dû la contacter. Mercier m'avait prévenu que Véronique avait des liens avec lui, une sorte de dette. » La sonnette retentit, stridente, insistante. Claire se précipita vers la chambre de Marianne, où Isabelle était également présente. « Ne faites pas de bruit !» chuchota-t-elle. « C'est Véronique, elle est ici. » Marianne, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, pâlit instantanément. Ses mains se mirent à trembler. « Ne la laisse pas m'emmener !» murmura-t-elle, saisissant le bras de Claire avec une force surprenante. « Pas encore. » Isabelle, qui n'avait jamais vu sa mère biologique dans cet état, s'agenouilla près d'elle. « Personne ne vous emmènera nulle part, je le promets. » En bas, ils entendirent la porte s'ouvrir. La voix d'Hélène, tendue, puis celle de Véronique, froide, impérieuse. « Où est mon mari ?» Des pas dans l'escalier. Claire échangea un regard avec Isabelle, puis ferma doucement la porte de la chambre et descendit rejoindre François. Il se tenait dans le salon, droit, les traits figés, face à lui. Véronique irradiait une fureur à peine contenue. Ses 2 accompagnateurs, manifestement des gardes du corps, se tenaient en retrait. « Ah, François, te voilà !» Le ton de Véronique était dangereusement doucereux. « Je me demandais où tu étais passé. Comment m'as-tu trouvé? Ton téléphone a un traceur GPS. » Elle sourit, glaciale. « Une précaution que j'ai prise il y a longtemps. On ne sait jamais ce qui peut arriver à un homme aussi important que toi. » Son regard se posa sur Claire, et son sourire disparut. « Et je vois que tu es en charmante compagnie, notre ancienne femme de ménage. Quelle coïncidence !»« Ce n'est pas une coïncidence, Véronique. » François fit un pas vers elle. « Tu le sais très bien. Claire est la fille de Marianne, la femme que tu as fait enlever il y a 16 ans. » Véronique émit un petit rire incrédule. « De quoi parles-tu? Cette histoire ridicule inventée par cette opportuniste. » Elle désigna Claire d'un geste méprisant. « Vraiment, François, je te croyais plus intelligent. Nous avons les preuves, Véronique. » « Quelles preuves ?» Sa voix restait assurée, mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. François sortit lentement son téléphone. « Une confession. De l'un des hommes que tu as payé pour kidnapper Marianne. » Le masque de Véronique se fissura légèrement. « C'est absurde, tu ne peux pas croire. » François appuya sur le bouton lecture. « Ouais, c'est moi qui l'ai emmenée. » Grésilla une voix d'homme à l'accent rauque. La fille enceinte, c'était en 2009. Moi et Jacques, on nous a payé pour la récupérer à son appartement et l'emmener à une clinique privée à Lyon. Elle s'est débattue. Alors on l'a droguée. C'est la femme qui a tout organisé. Madame Delaunay. Véronique Delaunay. Elle nous a donné 50 000 € chacun pour faire disparaître la fille et s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais. Véronique était livide. C'est un montage, cet homme ment. Il a fourni des détails que seul le kidnappeur pouvait connaître. Intervint Mercier, qui venait d'entrer dans la pièce. Les vêtements que Marianne portait ce soir-là, l'adresse exacte de la clinique, le nom du médecin qui l'a fait accoucher sous contrainte. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Véronique regardait autour d'elle comme un animal pris au piège. Puis, soudain, elle laissa échapper un rire sec. Et alors, son ton était devenu cassant. « Qu'espérez-vous accomplir avec ça? Me faire arrêter? Me ruiner ?» Elle secoua la tête. « Réfléchissez un instant. Si cette histoire éclate, c'est toute l'entreprise qui s'effondre. Des années de travail, des milliers d'emplois. Ta précieuse réputation, François, tout sera détruit. » Elle s'avança vers lui, sûre d'elle à nouveau. Et cette pauvre femme, Marianne, imagine les tabloïds s'emparant de son histoire. La femme de ménage qui a séduit le grand patron. Internée pendant 16 ans, mentalement instable, ils vont la déchirer.
François serrait les poings. Tu crois vraiment pouvoir t'en tirer avec du chantage, après ce que tu as fait, ce que j'ai fait? Véronique éclata d'un rire froid. J'ai sauvé notre avenir. François, ton père était au bord de la faillite. Mon investissement était la seule chose qui maintenait ton entreprise à flot. Et tu allais tout jeter par la fenêtre pour... Quoi? Une aventure avec une réceptionniste. Je l'aimais, répliqua François, la voix vibrant d'une colère contenue. Et elle portait mon enfant. Un bâtard qui aurait détruit ta carrière, cracha Véronique. Tu crois que ton père t'aurait laissé les rênes de l'entreprise si tu avais abandonné l'alliance avec ma famille? Tu serais tombé dans l'oubli, et elle avec toi. Alors tu as décidé à ma place. J'ai fait ce qui était nécessaire. Elle tremblait maintenant, toute prétention abandonnée. Cette femme allait tout ruiner. Notre avenir, nos projets. J'ai dû intervenir. Intervenir! La voix de Claire vibrait d'une rage froide. Vous avez détruit nos vies. Vous avez volé 16 ans à ma mère. Vous avez vendu un bébé, ma sœur. Véronique se tourna vers elle, méprisante. Ne me parle pas de morale. Petite, tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour survivre dans ce monde. J'ai fait ce que n'importe quelle femme aurait fait à ma place. Non. La voix venait de l'escalier. Marianne se tenait là, soutenue par Isabelle, malgré sa fragilité. Elle se tenait droite, ses yeux brûlants de détermination. N'importe quelle femme n'aurait pas fait ça. Seul un monstre aurait pu. Véronique pâlit en la voyant. Marianne, 16 ans, continua Marianne, descendant lentement les marches. 16 ans de ma vie. Volée, ma fille. Arrachée de moi. Sa voix était faible mais claire. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent, du pouvoir, pour l'amour, répliqua Véronique avec une sincérité soudaine et terrible. J'aimais François. Je l'ai toujours aimé. Depuis que nous étions enfants. Il était promis à moi. Il était à moi. Sa voix se brisa. Et puis tu es arrivé, avec ton sourire timide et tes grands yeux. Et en quelques mois, tu as détruit ce que j'avais mis des années à construire. Le silence qui suivit cette confession était assourdissant. François regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme qu'il avait épousée, avec qui il avait partagé 11 années de sa vie. Comment as-tu pu, murmura-t-il finalement, comment as-tu pu faire une chose pareille et vivre avec pendant toutes ces années? Véronique soutint son regard. J'ai fait ce qu'il fallait, et je referai exactement la même chose. Marianne avait atteint le bas des escaliers. Elle s'avança vers Véronique, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. « Tu m'as tout pris, dit-elle doucement. Ma liberté, ma fille, l'homme que j'aimais, mais tu n'as jamais pu prendre une chose. »« Quoi donc ?» demanda Véronique, un sourire méprisant aux lèvres. Son cœur. Marianne regarda François. « Même quand tu m'as enterrée vivante dans cet asile, tu n'as jamais pu lui faire oublier ce que nous avions. » Véronique gifla Marianne avec une violence qui fit chanceler cette dernière. Isabelle poussa un cri et se précipita pour soutenir sa mère. François saisit Véronique par le bras, la tirant en arrière. « Ça suffit !» tonna-t-il. « C'est terminé, Véronique. Nous allons porter plainte. Pour kidnapping, séquestration, trafic d'enfants. Tu vas passer le reste de ta vie en prison. » Véronique se dégagea, reculant vers ses gardes du corps. Son visage s'était recomposé en un masque froid. « Tu n'oseras jamais, » dit-elle avec une assurance glaciale. « Si je tombe, je t'entraîne avec moi. Notre empire s'effondrera. Tout ce que tu as construit, je dirai à la presse que tu étais au courant, que tu as participé, que c'était ton idée. Personne ne te croira. Tu veux parier ?» Son sourire était terrible. « Tu n'as pas idée de ce dont je suis capable, François, pas la moindre idée. » Elle fit un signe à ses hommes et se dirigea vers la porte. « Réfléchis bien, mon cher mari. » « Très bien. » La porte claqua derrière elle. Dans le salon, le silence retomba. Lourd de menaces implicites et de décisions impossibles. Le départ de Véronique laissa un vide glacial dans la pièce. François s'approcha de Marianne, encore tremblante après la confrontation. « Je suis désolé, » murmura-t-il en l'aidant à s'asseoir. « Tellement désolé pour tout ça. » Marianne secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ta faute. »« Si, » insista-t-il. « J'aurais dû voir au travers de son jeu. J'aurais dû te chercher plus longtemps, plus intensément. » Claire regardait par la fenêtre, s'assurant que Véronique était bien partie. « Elle va contre-attaquer, elle l'a dit elle-même. »« Elle bluffe, » intervint Mercier. « La confession de son complice est accablante, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai des preuves de transfert bancaire, de falsification de documents. Ça ne l'arrêtera pas,
dit François, sombre. Véronique est prête à tout. Elle préférerait voir l'entreprise s'effondrer plutôt que de céder. Isabelle, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. Qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse cette femme s'en tirer après ce qu'elle a fait. Tous les regards se tournèrent vers elle. Malgré son jeune âge, son visage exprimait une détermination farouche. Elle a volé 16 ans à ma mère, continua-t-elle. Elle m'a arrachée à ma vraie famille. Elle doit payer pour ça. François s'approcha d'elle, posant une main hésitante sur son épaule. Tu as raison. Elle doit payer. Et elle paiera. Il se tourna vers Mercier. Contactez immédiatement mon avocat et la police. Nous allons porter plainte. Officiellement. François, intervint Marianne, inquiète. Es-tu sûr? Elle va mettre ses menaces à exécution. Je m'en fiche. Son ton était sans appel. La vérité doit éclater, quoi qu'il en coûte. Les événements s'enchaînèrent à une vitesse vertigineuse. En moins de 24 heures, la police de Marseille recueillit les témoignages de François, Marianne, Claire et Isabelle. Le dossier, étayé par les preuves rassemblées par Mercier, était accablant. Véronique fut convoquée pour être entendue, mais ne se présenta pas. Son jet privé avait décollé dans la nuit pour une destination inconnue. Elle fuit, constata Mercier. C'est pratiquement un aveu. Mais François savait que ce n'était pas si simple. Véronique ne fuyait jamais. Elle se repositionnait, attaquait sous un angle différent. Il ne fut pas surpris quand, le lendemain matin, son téléphone se mit à sonner sans interruption. Son directeur de la communication, paniqué. « Monsieur Delattre, avez-vous vu les journaux, les réseaux sociaux? C'est une tempête médiatique ?» François alluma la télévision de la chambre d'hôtel. Tous les canaux d'information diffusaient la même nouvelle. Scandale chez Delattre Hôtel. Le PDG accusé par sa femme de manipulation et d'adultère. L'image montrait Véronique, impeccable dans un tailleur crème, donnant une conférence de presse improvisée. Son visage exprimait une douleur parfaitement calibrée. « Mon mari entretient depuis des années une liaison avec cette femme, » disait-elle, la voix tremblante d'émotion. Il a orchestré sa sortie d'un établissement psychiatrique où elle était soignée pour troubles délirants. Maintenant, il m'accuse de crimes abominables pour justifier son comportement. François éteignit la télévision. Écœurée, elle a pris les devants. Claire, qui venait d'entrer, hocha gravement la tête. Elle essaie de manipuler l'opinion publique, de vous présenter comme le méchant de l'histoire. C'est plus que ça. François lui montra son téléphone. Un message de son avocat. Véronique vient de déposer une demande de divorce pour adultère et cruauté mentale. Elle réclame 60% des parts de l'entreprise. Elle ne peut pas faire ça. Si, elle le peut. Et ce n'est que le début. François semblait soudain épuisé. Je connais Véronique. Elle va tout faire pour nous détruire, quitte à se détruire elle-même. Pendant ce temps, à la villa des Garnier, Marianne regardait la même conférence de presse, les mains tremblantes. Elle me fait passer pour une folle, murmura-t-elle. Pour une menteuse. Isabelle, assise près d'elle, prit sa main. Personne ne la croira quand toute la vérité éclatera. Si seulement c'était si simple. Marianne caressa doucement les cheveux de sa fille retrouvée. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Isabelle. Et Véronique sait exactement comment manipuler l'opinion. La porte s'ouvrit sur Charles Garnier, depuis les révélations sur les origines d'Isabelle. Il s'était montré distant, partagé entre la culpabilité et la peur de perdre sa fille. « Je dois vous parler », dit-il brusquement. À tous. François et Claire arrivèrent à la villa 1 heure plus tard, dans le salon. L'atmosphère était tendue. Charles Garnier se tenait debout, raide, le visage fermé. « Monsieur Garnier a quelque chose à nous dire », annonça Marianne. Charles prit une profonde inspiration. « J'ai reçu un appel de Véronique Delaunay hier soir. Elle m'a menacée de révéler que nous avions sciemment participé à une adoption illégale, que nous avions acheté un bébé. C'est faux, protesta Hélène. Nous ne savions pas. Nous aurions dû savoir, répliqua Charles sèchement. Les signes étaient là, le prix exorbitant, l'absence de procédure standard, les documents fournis à la dernière minute. Nous avons choisi de ne pas voir. Il se tourna vers François. Je ne laisserai pas cette femme détruire ma famille et ma réputation. Je suis prêt à témoigner contre elle, à dire tout ce que je sais sur cette adoption. Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Vous vous rendez compte des conséquences ? Demanda Mercier. Vous pourriez être poursuivi vous-même. Je préfère affronter la justice que de vivre avec ce secret plus longtemps.
Charles regarda Isabelle avec émotion. « Je veux que ma fille soit fière de moi, qu'elle sache que j'ai eu le courage de faire ce qui est juste. » François s'approcha et lui tendit la main. « Votre témoignage pourrait tout changer. » À Paris, Véronique Delaunay supervisait sa contre-offensive depuis la suite présidentielle d'un grand hôtel. Une armée d'avocats, de conseillers en communication et de relations publiques s'affairait autour d'elle. « Comment se porte l'opinion » demanda-t-elle froidement. « Divisée » répondit son directeur de communication. « Votre conférence de presse a semé le doute, mais l'histoire de cette femme enfermée pendant 16 ans suscite beaucoup d'empathie. Intensifier la pression, fuite anonyme sur sa santé mentale, insinuer qu'elle était dangereuse, qu'elle nécessitait réellement des soins psychiatriques. » Un de ses avocats s'approcha, nerveux. « Madame, j'ai des nouvelles inquiétantes. Charles Garnier a décidé de témoigner contre vous. » Véronique se figea. « Impossible. Il est aussi compromis que moi dans cette histoire. Apparemment, il préfère affronter les conséquences. Et il a des documents, des reçus, des correspondances qui prouvent votre implication directe dans l'adoption illégale. » Pour la première fois, une lueur de panique traversa le regard de Véronique. « Contactez Laurent, » ordonna-t-elle après un moment de réflexion. « Dites-lui que j'ai besoin de lui immédiatement. » Laurent Vidal, l'ancien directeur de l'asile Sainte-Thérèse, était le seul qui pouvait encore témoigner en sa faveur. Confirmer que Marianne souffrait réellement de troubles psychiatriques graves, c'était son dernier atout. Mais 2 heures plus tard, la nouvelle tomba comme un coup près. Vidal avait accepté un marché avec la justice. En échange d'une réduction de peine, il avait fourni tous les documents prouvant que l'internement de Marianne Moreau avait été orchestré de toutes pièces par Véronique Delaunay. Le lendemain matin, François convoqua une conférence de presse exceptionnelle au siège parisien de Delattre Hôtel. Tous les grands médias étaient présents. Dans une salle adjacente, Marianne, Claire et Isabelle attendaient, nerveuses. Mercier faisait les 100 pas, téléphone à l'oreille. « La police vient d'arrêter Véronique à l'aéroport », annonça-t-il. Elle tentait de prendre un vol pour la Suisse. Claire serra la main de sa mère. « C'est fini, maman. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. » François entra, ajustant sa cravate. « Vous êtes prête ?» Marianne hocha la tête. Après 16 ans d'ombre et de silence, elle allait enfin pouvoir raconter son histoire au monde entier. Quand ils entrèrent dans la salle de conférence, le crépitement des appareils photo les accueillit comme une tempête. François prit place au centre, avec Marianne à sa droite, Claire et Isabelle de part et d'autre. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix forte et claire, « je suis ici aujourd'hui pour établir une vérité qui a été ensevelie pendant 16 longues années, une histoire de cupidité, de jalousie et de cruauté inimaginable, mais aussi une histoire de courage, d'amour et de résilience. » Il posa une main sur celle de Marianne. « Voici Marianne Moreau. Il y a 16 ans, alors qu'elle était enceinte de notre enfant, elle a été kidnappée sur ordre de ma femme actuelle, Véronique Delaunay. 6 mois plus tard, la mer scintillait sous le soleil matinal, ses vagues douces caressant la plage de Galets, la villa, perchée sur les hauteurs de Nice avec sa terrasse dominant la Méditerranée, baignait dans une lumière dorée. Claire observait ce spectacle depuis la cuisine, préparant du café tout en écoutant les informations à la radio. Le verdict dans l'affaire Delaunay a été rendu hier par la Cour d'assises de Paris, annonçait la présentatrice. Véronique Delaunay a été condamnée à 35 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration, falsification de documents officiels et complicité de trafic d'êtres humains. Cette affaire, qui a défrayé la chronique pendant des mois, trouve ainsi son épilogue judiciaire. Claire éteignit la radio. Cette histoire avait suffisamment envahi leur vie. Aujourd'hui était un jour nouveau, un jour pour célébrer le présent, pas pour ressasser le passé. Elle porta 2 tasses sur la terrasse, où Marianne était déjà installée, le visage tourné vers la mer. 6 mois de soins adaptés, de thérapie intensive et d'amour familial avaient opéré des miracles. Sa mère avait repris du poids. Ses cheveux autrefois ternes retrouvaient progressivement leur éclat châtain. Et surtout, son regard avait perdu cette absence terrifiante qui l'habitait à sa sortie de l'asile. « Bonjour, maman », sourit Claire en lui tendant une tasse. Marianne se tourna vers elle avec ce sourire qui, malgré les années perdues, n'avait rien perdu de sa douceur. « Bonjour, ma chérie. Bien dormi ?» Comme un Loir, cet air marin est magique. Claire s'assit face à elle. « Isabelle n'est pas encore levée. Tu connais les adolescentes. Je l'ai entendue parler au téléphone jusqu'à tard hier soir. » Claire sourit. À 16 ans,
Isabelle menait une vie partagée entre deux familles, ses parents adoptifs à Marseille, qui avaient finalement été épargnés par la justice en échange de leur témoignage crucial, et sa famille biologique ici, à Nice. Loin d'être un déchirement, cet arrangement semblait lui convenir parfaitement. Elle passait ses week-ends et une partie des vacances dans cette villa que François avait achetée pour leur nouveau départ. « François est parti courir », demanda Claire. Marianne hocha la tête. Il essaie de garder la forme. Le médecin lui a dit de surveiller son cœur après tous ces stress. La conférence de presse qu'ils avaient donnée 6 mois plus tôt avait déclenché un séisme médiatique sans précédent. L'empire hôtelier de L'Âtre avait vacillé sous le choc. Les actions s'étaient effondrées temporairement. Des actionnaires s'étaient retirés. Mais contre toute attente, le public avait majoritairement soutenu François, son histoire d'amour brisée, sa quête de justice, sa volonté de reconnaître sa fille perdue, tout cela avait touché l'opinion. François avait néanmoins choisi de se mettre en retrait de la direction opérationnelle du groupe, confiant les rênes à son directeur financier pour se consacrer à sa famille retrouvée. « J'ai reçu un message de Mercier ce matin », dit Claire. « Il a des nouvelles du procès des complices de Véronique. Le docteur Vidal et les 2 kidnappeurs ont tous été condamnés. » Marianne acquiesça silencieusement. Elle avait témoigné lors du procès. Affrontant pour la première fois depuis sa libération le médecin qui l'avait maintenue droguée pendant 16 ans, cet instant avait été déchirant mais cathartique. « C'est vraiment fini alors », murmura-t-elle. Des pas résonnèrent sur les dalles de la terrasse. François apparut, en tenue de jogging, le front brillant de sueur mais le visage rayonnant. « Bonjour mes beautés », lança-t-il joyeusement, se penchant pour embrasser Marianne sur le front. Ce geste, si simple mais si tendre, émouvait toujours Claire. Voir sa mère heureuse, aimée, après tant d'années de souffrance, valait toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. « Tu as couru jusqu'où aujourd'hui ?» demanda Marianne. « Jusqu'au vieux port et retour. La mer est magnifique ce matin. » Il s'assit entre elles, acceptant avec gratitude la tasse de café que Claire lui tendit. « Isabelle dort encore. »« Comme une marmotte », confirma Claire. « Il faudra pourtant la réveiller bientôt. J'ai une surprise pour vous tous. » Les 2 femmes échangèrent un regard curieux. « Quelle surprise !» François sourit mystérieusement. « Patience. Je vais prendre une douche et je vous explique. Réveillez la belle au bois dormant. » 1 heure plus tard, toute la famille était réunie dans le salon. Isabelle, encore ensommeillée mais curieuse, s'était installée sur le canapé près de Claire. Marianne, assise dans son fauteuil préféré, observait François qui semblait à la fois nerveux et excité. « Alors, cette fameuse surprise ?» demanda Isabelle, impatiente. François prit une profonde inspiration. « Ces 6 derniers mois ont été extraordinaires. Retrouver Marianne, te découvrir Isabelle, reconstruire notre famille. » Son regard s'attarda sur chacune d'elles. « J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir, à ce que je veux vraiment dans la vie. » Il s'approcha de Marianne et, à la stupéfaction générale, mit un genou à terre devant elle. « Marianne Moreau, il y a 16 ans, nous avons été séparés par la cruauté et la jalousie. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut plus nous séparer. » Il sortit un petit écrin de sa poche. « Veux-tu m'épouser, enfin ?» Marianne porta une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes. « François, je sais, c'est peut-être trop tôt, ou trop. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je le veux. » Claire et Isabelle éclatèrent en applaudissements, tandis que François passait au doigt de Marianne une bague sertie d'un saphir. Bleue comme la robe qu'elle portait sur cette photo qui avait tout déclenché. « Ce n'est pas tout », ajouta François après avoir embrassé sa fiancée. « J'ai pris une décision importante concernant l'entreprise. » Son visage se fit plus sérieux. Le groupe hôtelier de L'Âtre va créer une fondation, la fondation Marianne Moreau, dédiée à la lutte contre les internements abusifs et au soutien des victimes de violences psychologiques. Marianne serra sa main, émue au-delà des mots. « Et j'aimerais que tu en sois la présidente d'honneur, Marianne, que tu transformes ton expérience en force pour aider les autres. » Claire observait la scène, le cœur débordant d'émotion. Sa mère avait toujours été une femme forte. Même dans les pires moments, la voir aujourd'hui, prête à utiliser sa terrible expérience pour faire le bien, renforçait encore son admiration. « J'ai aussi quelque chose à vous annoncer », dit Isabelle soudainement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai décidé de ce que je veux faire plus tard. » Elle se redressa, soudain plus adulte malgré ses 16 ans. « Je veux étudier le droit, devenir avocate.
défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. François échangea un regard ému avec Marianne. « Je suis tellement fière de toi. Nous sommes tous fiers de toi », ajouta Claire, enlaçant sa petite sœur. L'après-midi, ils descendirent ensemble sur la plage. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, nimbant la mer de reflets dorés. François avait apporté une bouteille de champagne et 4 flûtes. « À notre famille », porta-t-il en toast, « au lien que rien n'a pu briser. » Ils trinquèrent, contemplant l'immensité bleue devant eux. Claire observait sa mère et François, main dans la main. Leurs silhouettes se détachant contre le soleil couchant, Isabelle s'était assise sur le sable à côté d'elle, appuyant sa tête contre son épaule. « Tu crois qu'on aurait été comme ça ?» demanda doucement la jeune fille. « Si rien de tout ça n'était arrivé, si on avait grandi ensemble ?» Claire réfléchit un instant. « Je ne sais pas, peut-être, mais ce qui compte, c'est maintenant, ce que nous construisons aujourd'hui. » Isabelle hocha la tête. « J'ai 2 familles qui m'aiment. C'est plus que beaucoup de gens. » Claire lui sourit, admirant sa sagesse. « Exactement. Et tout ce chemin parcouru nous a rendus plus forts. » François et Marianne revinrent vers elle, s'asseyant sur le sable. François avait apporté la fameuse photographie, celle de Marianne en robe bleue, celle qui avait tout déclenché, désormais encadrée d'argent. « Je veux que cette photo soit sur notre cheminée, » dit-il en la posant délicatement sur le sable entre eux. Non plus comme un souvenir douloureux, mais comme le début de notre histoire, de notre vraie histoire. Le soleil descendait lentement à l'horizon, embrasant le ciel de teintes flamboyantes. Les vagues murmuraient doucement leur mélodie éternelle. Et là, sur cette plage de Nice, 4 personnes que le destin avait séparées puis réunies contre toute attente, contemplaient ensemble l'avenir qui s'ouvrait enfin devant eux. Un avenir où le passé ne faisait plus mal.